Mesdames et messieurs, au micro Léon Weinstein, ville de Los Angeles, Californie. La Chine apparemment a falsifié des bulletins américains qui ont été utilisés lors des élections de 2020. Les démocrates ont manipulé, encore une fois, apparemment, 15 millions de voix. Le Covid a été organisé par la CIA, le Parti démocrate et la Chine pour détruire le système de vote des États-Unis et évincer Trump. Il les empêchait tous de voler les citoyens des États-Unis. La direction actuelle du FBI s'est exprimée avec ce type d'informations, selon Kash Patel. Disons, pour ainsi dire, avec un point d'interrogation à la fin pour l'instant. Et tout cela qui a été transmis à la commission sénatoriale. Mais d'abord, parlons quand même d'Israël, de la guerre, des proches, du rôle de l'Amérique dans le conflit au Moyen-Orient. J'ai lu le tweet de Trump adressé à Ali Khamenei et j'ai pensé à quel point Trump sait vraiment comment toucher un adversaire au vif. Voici son tweet. Il vient d'être publié il y a littéralement quelques minutes dans un post très rare du président Trump. Le président Trump a 106 millions d'abonnés. Mesdames et messieurs, nous savons exactement où se cache le soi-disant chef suprême. C'est une cible facile, mais il est en sécurité là-bas. Nous n'allons pas l'éliminer pour l'instant. En d'autres termes, pour parler simplement, on peut éliminer à tout moment. Mais on ne le fera pas pour l'instant, on ne le fera pas pour l'instant. On n'aime pas que vous, les Iraniens, tiriez sur des civils. On sera vraiment en colère si vous ne vous arrêtez pas. Nous ne voulons pas que des civils ou des soldats américains soient dans la cible de tirs de roquettes. Notre patience a des limites. Merci de prêter attention à cette question. C'est le président Trump, du discours musclé classique. En fait, je pense que les mollahs iraniens nous méprisent. Nous sommes des infidèles, donc pour eux, nous sommes des chiens. Pire que des chiens. Et quand nous avons des conversations mondaines avec eux, ils pensent que c'est parce que nous avons peur. Soit devant eux, soit devant Muhammad, je ne sais pas devant qui, nous sommes effrayés par Allah. Ils pensent que nous essayons ainsi de cacher que nous sommes très nerveux quand nous leur parlons, et quand nous leur disons, disons-le ainsi, ne mettez pas notre patience à l'épreuve, parce que nous vous écraserons comme une sale mouche. Ils comprennent que nous sommes sérieux, et vous l'êtes tous. Concernant l'ayatollah, le dirigeant de l'Iran, etc., ce qui se passe en ce moment même. Il y a actuellement des tirs de roquettes assez intenses dans cette région. Israël bombarde l'Iran, l'Iran bombarde Israël. C'est horrible, ça ne nous plaît pas, nous ne voulons pas de guerre. Nous avons toujours été contre la guerre et nous ne voulons absolument pas que l'Amérique soit à nouveau entraînée dans une autre guerre longue, idiote et sans fin. Mesdames et messieurs, la tension monte et s'intensifie. Et malheureusement, il y a de plus en plus de victimes civiles. Certaines images sont tout simplement stupéfiantes. Jugez par vous-même. Voilà à quoi cela ressemble lorsqu'un missile balistique frappe directement votre quartier. Mais il faut sortir d'ici. Je rappelle que les services de renseignement du monde savaient parfaitement que l'Iran possédait plus de 1000 de ses propres missiles balistiques que la Chine lui avait construits et qu'il disposait de capacités de production supplémentaires pour les missiles. En peu de temps, ce nombre est passé à 1500, voire 2000. Et au cours de l'année 26, la Chine a promis d'en livrer encore davantage. Il me semble qu'il parlait de 6000 ou peut-être 3000 chaque année, donc 6000 en 2 ans, enfin des chiffres de cet ordre-là. Et le Pakistan et la Corée du Nord ont aidé à l'enrichissement de l'uranium d'ailleurs, en transmettant à l'Iran la technologie de fabrication des centrifugeuses et d'autres équipements qui provenaient à l'origine de Rosatom. Donc, c'est-à-dire de Russie, de Merwa, de Moscou. En frappant l'Iran, maintenant nous avions en quelque sorte un arrière sécurisé, c'est-à-dire le Hezbollah, le Hamas et les Houthis devenus inopérants. De plus, nous n'avons pas reçu 8000 missiles balistiques, mais finalement moins de 2000. Oui, qui sont tous partis principalement vers Tel Aviv et Haïfa en Israël. À Haïfa, la ville où vivait mon arrière-grand-père avec sa famille, il était directeur de la première école juive du nord d'Israël. Donc, ils ont fait exploser la raffinerie de pétrole. Enfin, elle a été endommagée, pas détruite.
Le bureau de la Société de défense Raphaël a été endommagé, ainsi que plusieurs bâtiments civils, y compris la maison de mon arrière-grand-père. Donc, l'école où il vivait, ainsi que mes parents aussi. Ah non, ils ne sont plus avec nous, paix à leur âme et tout ça, n'est-ce pas? Mon frère m'a appelé d'Israël et m'a raconté que la maison parentale, où il se trouve actuellement, n'est plus une école mais une synagogue, a été détruite. Aucune victime, mais une jeune fille est décédée dans une autre maison, également détruite par une roquette. Encore un an plus tard, les Mollahs auraient pu attacher une bombe sale à l'un de ces missiles. Et alors, la vie au centre de Haïfa se serait arrêtée, tout comme d'ailleurs au centre de Tel Aviv. Avoir non pas 2000 missiles, ce qui suffit pour 2 semaines de tir, mais 8000, dont certains avec une charge radioactive. Il était catégoriquement hors de question de le permettre. C'est pourquoi, dès qu'un plan a été élaboré, le Mossad et l'armée de l'air israélienne ont commencé à travailler dessus, environ depuis octobre 1924. Et dès qu'il a été élaboré et qu'ils ont constitué, comme ils l'ont dit, une banque d'objectifs, c'est-à-dire une liste de cibles. Israël est passé à l'attaque après avoir attendu 60 jours à la demande de Trump. Nous sommes tous tellement concentrés sur le Moyen-Orient et sur ce conflit. Pendant ce temps, de nombreux événements se déroulent également sur le front intérieur. Par exemple, le FBI, sous la direction de Kacha Patel, découvre de plus en plus de documents cachés. Ce matin, nous allons vous montrer quelque chose de stupéfiant. Dans chaque État, il y a actuellement une fraude électorale active avec les votes des électeurs. Plus l'État est foncé, plus la situation de fraude électorale est grave. C'est incroyable ce qui se passe au Minnesota. Au Minnesota, il y a des centaines de cas de fraude électorale qui peuvent être considérés comme une falsification massive des votes. Petit rappel, levez la main si vous êtes citoyen des États-Unis. Vous êtes citoyen des États-Unis. Lorsqu'un criminel étranger vote, il vous vole votre droit constitutionnel le plus sacré. Parce que lorsqu'un criminel étranger vote, il vote contre vous, il annule votre voix. Vous comprenez? C'est comme si quelqu'un venait chez vous, déchirait votre bulletin de vote sous vos yeux, crachait dessus, vous le jetait au visage, puis le piétinait et y mettait le feu. C'est ce que font ces gens-là. C'est précisément ce qu'ils permettent. Actuellement, dans chaque État d'Amérique, il y a des cas de fraude électorale faisant l'objet de poursuites pénales en ce moment même. C'est-à-dire dans chaque État, et surtout au Texas, au Minnesota, dans l'Illinois et en Caroline du Nord, et des procédures judiciaires concernant des centaines de plaintes pour fraude et manipulation lors des élections. On parle encore de l'année 2020. En 2015, les démocrates criaient sans relâche que la Russie avait volé les élections pour que Trump gagne. Hillary passait dans toutes les émissions, quand elle était sobre et naturelle, et disait qu'elle ne croyait pas que la victoire était honnête. Ses collaborateurs de campagne disaient de la même chose, ainsi que le farceur importun, le mari de Hillary, Billy. Très bien, bon, passons à une histoire plus récente. Kamala Harris, en 2018, main dans la main avec les républicains, disait « La fraude électorale n'est pas seulement un terrible problème dans ce pays. Nous devons retourner aux bulletins papier et les recompter publiquement. Un reçu physique, le tamponnage et l'apposition de filigrane sont nécessaires pour que tous puissent voir qui a voté. Voici une pile de citoyens, leurs pièces d'identité et leur vote. » Sur ce point, nous sommes tous évidemment d'accord. Kamala Harris, vraiment? Écoutez ça. Des systèmes pas pour l'audit, mais aussi ce qu'ils peuvent en faire en matière de meilleures pratiques et de meilleurs équipements. Nous discutons avec eux du fait qu'il vaut probablement mieux ne pas connecter votre système électoral à Internet, car cela créerait des vulnérabilités supplémentaires. Et maintenant, regardez où nous en sommes aujourd'hui. En cette année du Seigneur 2017, nous parlons de bulletins de vote en papier. Mais en réalité, cela pourrait être l'un des systèmes les plus intelligents. En revenant à cette époque où nous avions quelque chose de tangible que nous pouvions tenir entre nos mains, parce que la Russie ne peut pas pirater une feuille de papier comme elle peut pirater un système informatique connecté à Internet. Benny Johnson a trouvé cette intervention d'une personne qui, soudainement, a commencé à exiger que l'on vote en utilisant Internet, ce qui, elle a raison, favorise
et facilite la fraude électorale. Pourquoi soudainement, si tu sais exactement que cela permet de tricher, y a-t-il une autre raison de défendre cela, à part le fait que ton camp prépare une grosse fraude? C'est bien une magouille. Et maintenant, je dois passer une longue vidéo de Benny, parce qu'il construit un raisonnement que je ne voudrais pas interrompre. Absolument remarquable. Comme on dit, parfait en l'état. Je suis d'accord avec Kamala Harris qui s'exprime franchement sur ce sujet. Je n'aime pas le vote électronique. Je pense que des États étrangers mal intentionnés peuvent pirater nos systèmes électoraux. Ils sont très difficiles à protéger. Nous devons revenir au bulletin papier. Nous devons mettre des filigranes sur ces fichus bulletins. Chaque bulletin doit être lié à une pièce d'identité officielle. Et seuls les citoyens doivent pouvoir voter. Je me demande qui est cette personne exactement. Ensuite, Kamala a reçu un briefing sur un programme spécial. On l'a emmené dans une petite pièce à la CIA où on lui a présenté un plan particulier. Et ce plan était assez simple. Voilà comment cela s'est passé. Nous allons libérer un virus que nous avons créé. La CIA a vraiment créé ce virus. Regardez tout le financement. Regardez combien de fois Fauci s'est déplacé la nuit. Vous savez, Fauci allait à la CIA dans une camionnette noire. Il arrivait à la CIA dans une camionnette noire avec son équipe de sécurité. C'est consigné dans les documents. Nous avons ces documents. Ce type s'y rendait régulièrement. Rien d'officiel, aucune explication. C'est parce que, après le 11 septembre, la CIA a financé un programme d'armes biologiques. Une énorme somme d'argent a été allouée dans le Patriot Act pour créer son propre programme d'armes biologiques. Le docteur Fauci dirigeait cela, avec des fuites constantes dans ses laboratoires via la CIA. Quand la fuite du labo a commencé à affecter les Américains, le gouvernement a nié son implication. Barack Obama dans cet acte insensé avec lequel je suis entièrement d'accord. Je suis d'accord avec Obama et Kamala dans la même émission. Merde, je vais m'annuler moi-même maintenant. Mais Obama a interdit au Dr Fauci de mener des recherches sur le gain de fonction. Même Obama se dit, et ça va mal finir. Et peut-être que c'était une façon, probablement, pour Obama de recevoir un rapport disant « Ils vont libérer un virus et détruire ta présidence ». C'est une manière de maintenir une épée de Damoclès au-dessus de lui. Donc tu interdis les recherches sur le gain de fonction. Fauci transfère ça à l'étranger et le fait à Wuhan. La Chine utilise plein d'intermédiaires, finance la création. Il crée un virus Frankenstein et Kamala Harris reçoit un rapport l'en informant. Il va provoquer une telle panique qu'on pourra briser les systèmes électoraux en Amérique. Nous allons mettre en place quelque chose appelé le vote par correspondance que personne ne pourra jamais sécuriser. Nous recevrons ces bulletins par la poste et nous en recevrons des millions qui seront illégaux. Et nous les passerons si rapidement à travers la machine de comptage des votes que nous pourrons en fait créer autant de bulletins qu'il nous faudra pour gagner. Et puis, le soir de l'élection, tu verras ces pics, ces petites flambées. Tu sais, des bulletins, tu peux m'en apporter un, en faire un, tu sais, un de ces fameux graphiques de 2020. Partout où on aurait besoin de bulletins, on va juste en imprimer 1 million, n'est-ce pas? On va les faire passer en force. Kamala, ferme-la. Arrête de parler comme si on devait protéger nos élections. Voilà comment on va faire. On va faire peur, on va terrifier les gens à mort. On va s'assurer que chaque personne en Amérique accepte de voter uniquement par correspondance, ce qui est une méthode de vote folle, tout simplement indécente et la plus stupide de toutes. Vote par correspondance illimitée. On va envoyer un bulletin à tout le monde, à chaque adresse. On va envoyer des paquets de bulletins, même sur des terrains à Détroit qui n'existent même pas. Je rappelle simplement qu'à Detroit, il y a d'immenses terrains d'où, soi-disant, des centaines de bulletins de vote par correspondance ont été envoyés. Et quand on s'y rend, c'est juste un champ vide. Et c'est l'adresse, c'est-à-dire l'adresse indiquée pour le bulletin. Et le fait est que... Le fait, mesdames et messieurs, c'est que cela a conduit à des résultats électoraux qui ressemblent à peu près à ceci. Waouh, comme c'est mystérieux! Regardez ça à 2h du mat. Bloup! Créer et imprimer suffisamment de bulletins pour que tout marche. Maintenant, Kash Patel publie enfin des preuves internes du FBI qui expliquent de tels graphiques. C'est tout simplement fou. Mais la règle que nous suivons dans cette émission, c'est la suivante. Quand quelqu'un vous dit qui il est, croyez-le. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le. Lorsque quelqu'un explique ses actions, acquiescez simplement en disant « D'accord, nous vous avons entendu ».
L'un des avantages, ce n'est pas un défaut mais une particularité, c'est que Joe Biden souffre depuis quelques années de la maladie de Parkinson et d'une démence sévère. Cela réside dans le fait que, lorsque votre cerveau se dissout essentiellement dans le brouillard, il ne vous reste tout simplement plus la force de mentir. Mentir demande beaucoup d'efforts et de créativité. Et quand votre cerveau se désintègre en atomes et s'envole dans l'éther, vous perdez la capacité d'être vraiment créatif. Et c'est pourquoi apparaissent des vidéos où Joe Biden dit clairement qu'il crée la plus grande organisation de fraude électorale de l'histoire de l'Amérique. Parce que Joe Biden a reçu des instructions. Yo, on va lâcher un virus, puis On va changer. On va utiliser le virus pour... faire peur aux gens jusqu'à la mort. On va changer tous les systèmes électoraux, puis truquer les élections contre Trump. Joe Biden affirme ceci qui est enregistré sur bande à tous les Américains. Nous avons créé, et vous, les gars, vous l'avez fait pour notre administration, pour l'administration du président Obama. Avant cela, nous avons créé, je pense, l'organisation de fraude électorale la plus vaste et la plus complète de l'histoire de la politique américaine. Rappelez-vous comment les libéraux disaient toujours « Arrêtez d'être méchants avec Joe, laissez-le tranquille ». Vous vous souvenez de ça? Ils criaient à tue-tête qu'on était méchants avec Joe Biden. Prenez simplement ces paroles telles quelles, écoutez ce qu'il dit. D'accord, voici donc les mots prononcés par Joe Biden. Nous avons créé la plus grande opération de fraude électorale de l'histoire de l'Amérique. Et regardez comment cela est démontré. Prenez le film 2000 mules, par exemple. En le regardant, vous le verrez clairement vous aussi. Il y en a trop pour tous vous les montrer. Nous allons vous montrer seulement quelques exemples de la façon dont cela fonctionnait. Voici une comparaison image par image. Je veux que ce soit une comparaison image par image. Activez la comparaison image par image. C'est crucial. Ils votent dans l'Ohio, un État républicain. La situation est pire dans les États libéraux. Ils sont en direct à la télé. Et ce journaliste idiot s'approche d'une femme qui, en fait, est une militante démocrate parce qu'elle dit qu'elle a voté pour Carter contre Reagan. C'est-à-dire, vous comprenez, c'est une vraie militante démocrate à 100%, payée. Cette femme est assise dans un minivan, elle a tellement de bulletins de vote dans les mains, elle porte un masque, elle a tellement de bulletins de vote, elle en tient tellement qu'il lui tombe des mains. Maintenant, dans l'Ohio, nous avons vérifié. Il est illégal de prendre le bulletin de vote de quelqu'un d'autre, même pendant la pandémie de Covid. Vous n'y êtes pas autorisé. Dans cet État républicain, il était interdit de voter pour autrui ou de manipuler le bulletin de vote d'une autre personne. C'est ça. Un crime flagrant filmé dans un État républicain. C'est encore pire dans les États démocrates. La seule boîte de dépôt des bulletins, dans le comté de Cuyahoga, Ohio. Vous pouvez voir cette femme ici qui est en train de voter. Vous avez voté pour Reagan ou pour Jimmy Carter. Carter. Je comprends. Sans trop entrer dans les détails personnels, on peut constater qu'il y a même un embouteillage ici. Vous pouvez faire le tour de ce côté et vous verrez. Regardez-le. Ding, 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 telle une mamie au casino. Ding, ding, ding. Il a été inculpé avec son petit groupe, y compris sa femme et plusieurs de ses amis. Ils allèrent de boîte aux lettres en boîte aux lettres, de porte en porte en plein jour. Ils sortaient simplement les bulletins des boîtes aux lettres des gens et les remplissaient. À sa place, ils changèrent les votes. Si quelqu'un votait contre lui, il sortait le bulletin et votait simplement pour lui, puis remettait ce bulletin dans l'enveloppe. Il le faisait des milliers de fois. Devinez quoi? Au final, il a gagné. N'est-ce pas incroyable? Quel système incroyable nous avons dans ce pays! Si cela peut fonctionner, par exemple, pour certains des plus stupides, avec un faible quotient intellectuel à Patterson, dans le New Jersey, alors à quel point serait-il plus facile de le faire à grande échelle pour un réseau sophistiqué à travers tout le pays? Si les personnes les plus stupides... Vous avez compris, j'espère. Le candidat, sa femme et quelques-uns de ses amis ont parcouru le quartier. Ils sortaient, retiraient des bulletins scellés des urnes. En Amérique, on peut utiliser sa propre boîte aux lettres pour récupérer et déposer du courrier que le facteur collectera. Donc les gens remplissaient en ces bulletins et bien sûr, les mettaient dans leurs boîtes aux lettres. La veille, ces types passaient et prenaient ces bulletins dans les boîtes aux lettres. Si le bulletin était coché pour son adversaire, ils échangeaient le bulletin contre celui qu'ils avaient apporté avec eux. Ou bien ils redessinèrent simplement le vote là-bas, et voilà, miracle. Il a gagné. N'est-ce pas super d'avoir des élections honnêtes? Chez nous, c'est toujours le cas. Et voici encore une autre militante trop intelligente.
Regardez comme elle a l'air stupide. Wanda a été arrêtée. Une militante démocrate, filmée en train de prétendument bourrer les urnes à Bridgeport, dans le Connecticut, l'année dernière, a été accusée de détention illégale du bulletin de vote d'autrui et de tentative d'influencer un témoin. Mais cela n'a aucun rapport avec son prétendu bourrage d'urnes. En 2023, cela remonte même à 2019. Wanda a été arrêtée pour fraude électorale lors des primaires du Parti démocrate de la ville en 2019 pour le même candidat qu'elle a aidé à élire en 2023, le maire Joe Jannem. Wanda est accusée d'avoir rempli le bulletin de vote postal d'une autre personne. Elle a dit à cette personne de ne pas voter en personne, puis lui a demandé de ne pas dire aux enquêteurs ce qu'elle avait dit. Wanda n'est pas la seule démocrate arrêtée pour fraude. 3 autres démocrates de Bridgeport ont également été inculpés. L'un d'eux siège au conseil municipal. Si ceux-là, qui ne sont clairement pas très intelligents, ont compris, alors que dire de ceux qui le sont vraiment? Zut, quand on voit l'ensemble des preuves, on se dit « sérieusement ?» La question n'est pas de savoir s'il existe une fraude électorale massive, mais plutôt combien d'élections consécutives ont été truquées. Voici l'enregistrement de la caméra de la sonnette Ring. Ce n'est pas un habitant de cette maison. Ils s'approchent, ce sont des voleurs, ce sont des militants démocrates qui s'approchent et sortent les bulletins des boîtes aux lettres. Écoutez cette femme qui a essayé de voter et à qui on a dit qu'elle avait déjà voté. Elle répond que ce n'est pas sa signature sur le bulletin, que quelqu'un a frauduleusement voté à sa place. On lui rétorque alors de se taire. N'est-ce pas, vous n'entendez jamais parler de femmes noires privées de leur droit de vote ? Ils s'en prennent aux voix des femmes noires, ils essaient d'empêcher les femmes noires de voter. Cet exemple illustre parfaitement ce phénomène, dont vous n'avez jamais entendu parler auparavant. Regardez. La deuxième déclaration vient de cette femme de Lawrence, qui attend toujours que les responsables électoraux décident si son vote en personne ou son vote par correspondance, dans lequel, selon elle, sa signature a été falsifiée, sera comptabilisée. Pourquoi mon vote ne serait-il pas comptabilisé alors que je vote devant vous et vous affirme que le bulletin que vous détenez n'est pas le mien? En ce moment, les responsables électoraux de l'État examinent ces accusations et on nous a dit que les résultats seront annoncés avant que les candidats ne commencent leur nouveau mandat en janvier. Nous nous en occupons. Les démocrates disent tout le temps que le vote avec présentation d'une pièce d'identité va décourager les femmes noires et les personnes âgées. Et pourquoi cela ne les décourage-t-il pas à la banque? Et quand on achète un billet, disons, d'avion, je ne me souviens plus, pour le train il en faut aussi. Il me semble que pour un long trajet en train, il faut aussi en acheter. Et pourquoi quand on entre dans un tribunal, il faut présenter ça sans que cela ne décourage personne? Autrement dit, tous ceux qui ont voté, c'est-à-dire tous ceux qui sont pour le vote par correspondance et pour le vote sans pièce d'identité ou sans vérification de la pièce d'identité, ont simplement montré, sont passés, personne ne vérifie rien, ce sont tous des fraudeurs, ou alors des complices de fraudeurs. Au mieux, j'ignore ce qui est préférable. D'ailleurs, si Kamala Harris comprend ça, ça veut dire que même le dernier idiot le comprendra aussi. Cache pas-t-elle. Ce matin, le FBI a découvert des documents exposant des accusations inquiétantes liées aux élections américaines de 2020, y compris des allégations d'ingérence du Parti communiste chinois. J'ai immédiatement déclassifié ces documents et les ai transmis au président Grassley pour un examen plus approfondi. Que disent ces documents? Les documents indiquent que la Chine a mis en place un système de production massive de faux permis de conduire. Voici une image de ce à quoi une cachette contenant de faux permis de conduire pourrait ressembler. Oui, c'est un bon exemple de ce à quoi cela pourrait ressembler. C'est-à-dire que la Chine produit massivement de faux permis de conduire dans les États bleus. Tout ce qu'il faut, c'est simplement venir avec un permis de conduire et tu peux voter. C'est pourquoi la Chine fabrique des millions et des millions de faux permis de conduire. Ils amènent les gens dans les bureaux de vote. Ils viennent le jour de l'élection et disent « voilà, tout est prêt. Ne regarde pas trop attentivement, ne vérifie pas dans le système, donne-moi le bulletin. » Et ils peuvent fabriquer des millions de bulletins pour Joe Biden.
Le Parti démocrate a fabriqué des millions de cartes d'identité en Chine et dans les États dirigés par les démocrates, il suffit de montrer que tu as cette carte d'identité. Et elle ne sera pas vérifiée par le système. C'est-à-dire pour un observateur extérieur. Une personne est venue, a présenté sa pièce d'identité qui a été vérifiée, puis a reçu un bulletin de vote. Mais en réalité, il y a des gens qui travaillent pour le Parti démocrate et qui ne vérifient pas, mais donnent quand même le bulletin de vote. C'est formidable, n'est-ce pas? 1 million de cartes d'identité avec lesquelles chaque électeur payé peut voter dans 20 endroits, voire plus. Lui et elle sont transportés en bus selon un itinéraire préétabli. Et voilà déjà des dizaines et des centaines de milliers de personnes qui ont voté pour Biden. Ketch Patel soupçonne que c'est ainsi qu'environ, comme il l'a dit, 22 millions d'électeurs jetables sont apparus aux États-Unis rien qu'en 2020, des électeurs jetables. En août 2020, cela n'a pas été confirmé ni entièrement enquêté. Au lieu de cela, le FBI les a simplement jetés ou cachés dans une pièce secrète pour que personne ne puisse les trouver. Chris Wray a déclaré sous serment qu'il n'y avait pas de complot connu d'ingérence étrangère avant les élections de 2020, alors qu'il avait des preuves d'un plan de fraude électorale contre Donald Trump. Waouh! De nouveaux documents ont été remis à Grassley, président républicain du comité judiciaire de l'Iowa, qui s'est inquiété du manque de vérification complète du bureau et des services de renseignement qui ont été simplement ignorés. Selon Patel, grâce à la supervision et à la coopération du président Grassley, le FBI continue d'assurer une transparence inédite au sein du bureau du peuple. À cet égard, nous avons trouvé des documents que le président Grassley avait demandés et qui contiennent des accusations préoccupantes liées à la élection de 2020. En particulier, il s'agit d'accusations selon lesquelles le Parti communiste chinois aurait fabriqué de faux permis de conduire et les aurait envoyés aux États-Unis dans le but de faciliter la fraude au vote par correspondance. Des accusations qui, malgré leur confirmation, ont été soudainement retirées et jamais rendues publiques. Waouh! Des responsables ayant consulté ces documents ont indiqué que le FBI disposait de sources confidentielles qui, à l'été 2020, ont rapporté que le gouvernement chinois fabriquait et exportait de faux permis de conduire américains, dans le cadre d'un plan de création de fausses pièces d'identité pour permettre aux citoyens chinois résidant aux États-Unis de voter illégalement par correspondance. Ah, attends, Klein. Attends une seconde, Klein. Attends. Ça me rappelle quelque chose. N'avons-nous pas discuté du cas en 2024 où un étudiant chinois qui était ici en tant qu'invité a littéralement pu voter pour Kamala Harris? Dans le Michigan, un état clé en bascule. Et nous avons crié à tue-tête tout le temps. Comment est-ce que c'est possible? Comment se fait-il qu'un Chinois, qui est venu ici simplement pour étudier, puisse voter? Et nous avons vérifié cela. Et il s'avère qu'au Michigan, il existe une inscription des électeurs le jour du scrutin. Et si tu apportes ton permis de conduire, tu peux obtenir un bulletin de vote et voter. Voilà, numéro hot dog. Oui, c'est exact. Donc il est possible que cet étudiant chinois ait pu obtenir l'une de ces cartes épicée comme le poulet du général Tsao, et simplement entrer et voter. Et ce qui est surprenant là-dedans, voilà, s'il vous plaît, ce n'est pas un citoyen. Voici une nouvelle de Pravi. Un agent chinois qui n'est pas citoyen a été accusé de s'être inscrit illégalement pour voter et d'avoir voté aux élections générales dans le Michigan. Vous lisez l'article. Le Michigan a compté ce bulletin et a dit « Désolé, pas de retour en arrière possible. » Voilà ce qu'a dit le Michigan. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? Ce n'est même plus simplement une manipulation électorale, c'est une véritable trahison de la patrie. Une trahison au nom de l'idéologie, par les hauts dirigeants des partis démocrates et républicains. J'espère que ce sont principalement les démocrates, mais certains républicains leur ressemblent également. Et maintenant, une image remarquable qui montre combien de démocrates ont voté en 2012, en 2016, en 2020 et en 2024. Vous constaterez que pour le Parti démocrate, en 2012, Obama, en 2016, Hillary, en 2024, Kamala, exactement le même nombre de citoyens américains ont voté, à quelques voix près, dans toute l'Amérique. Mais pour Biden, eh bien, regardez, ils n'étaient pas là avant et ils ont complètement disparu après Biden.
Voilà ici, sorti de nulle part, en 2020, vous vous souvenez de la loi de conservation de l'énergie? Rien ne peut surgir du néant, c'est impossible. Il y a deux exceptions, l'intervention du Seigneur Dieu et, la deuxième, l'intervention du Parti démocrate des États-Unis d'Amérique. Comme par un coup de baguette magique. Parmi les 65 millions, enfin 67, donc c'est 65 à 67 millions, oui, d'admirateurs des démocrates. Le jour de l'élection de Biden, il y avait 81 millions. D'où viennent ces, disons, 15, 16, 17 millions et où ont-ils disparu ensuite en 24? Déjà, Lokota, regardez-moi ça. Voici les résultats globaux du vote lors des dernières élections de 2012. Regardez-moi ça. Waouh, Barack Obama a complètement botté les fesses de Mitt Romney. Compris, tu as gagné, mec. Regarde ça, d'accord. 2016, Hillary Clinton a obtenu plus de voix que Trump, mais Trump a gagné grâce aux grands électeurs. C'est comme ça que ça marche. Pleure, ma petite dame. Pleure encore dans ta boîte de vin. Tu es une vieille mégère méchante, d'accord. Mais on voit quand même que Hillary Clinton a obtenu à peu près le même nombre de voix. Ça colle, c'est logique. Et vous alors? On va juste sauter 2020 et passer à Kamala Harris. Regardez, Kamala Harris, lors des dernières élections, il y a seulement quelques mois, a obtenu à peu près le même nombre de voix. C'est vrai, c'est à peu près pareil, c'est exactement dans la même ligne, vous voyez, c'est exactement dans la même ligne. Le président Trump est devenu beaucoup plus populaire et a créé une coalition vraiment impressionnante. Eh bien, regardez-moi ça. Que s'est-il passé, bon sang, en 2020 ? Waouh, c'est vraiment étrange. Vous savez, si vous regardiez ça du point de vue, disons, des statistiques sportives ou SMO ou quelque chose comme ça, vous penseriez que quelqu'un se dope, vous diriez que quelqu'un se dope. Imaginons que ce soit des home runs en une saison pour un seul joueur. C'est le même parti démocrate. Vous diriez que quelqu'un ici est sous stéroïde, c'est comme la situation avec Barry Bonds, c'est comme la situation avec Mark Maguire. D'où diable viennent ces 20 millions d'électeurs et où sont-ils passés si les démocrates ont créé une coalition aussi puissante? Tu ne pourras pas m'expliquer pourquoi ils n'ont pas voté, et Trump est exactement le même candidat. Les républicains ont le même candidat. En 2016, 2020 et 2024, la démocratie était en jeu, la démocratie était en... Yo. Tout est ça simple. Jack, tu me rends heureux? C'est une élection pour le naïf Jack. En 2020, ils ont dépassé les bornes. Ne jamais franchir cette limite. Voilà ce qui se passe ici. Ils veulent nous faire croire que ces électeurs ont disparu comme par magie. Comme si Thanos avait claqué des doigts, ils les ont thanosés. Voilà ce qui s'est passé. Une situation façon Marvel avec Thanos. En un claquement de doigts, ils ont disparu. Pouf, Cash Patel dit, voilà ce qui s'est passé. C'est incroyable et étonnant. Mais peut-être que l'impression des certificats en Chine est une invention des républicains. Le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a intercepté 20 000 fausses pièces d'identité au même moment. Renseignements, voilà ce qu'ils ont réussi à intercepter alors que nous avions une frontière ouverte. Mesdames et messieurs, ils ont saisi 20 000 faux papiers d'identité. Pouvez-vous remontrer ce schéma ? Et combien de lots de 20 000 fausses pièces d'identité vous a-t-il fallu ? Je veux dire, réfléchissez-y simplement. Et si jamais ils en envoyaient 20 000 à la fois, par jour, alors on pourrait créer des millions de faux électeurs très rapidement, vraiment très rapidement. Et ensuite les voix. Avec le vote par correspondance, une fois les bulletins envoyés, les électeurs disparaissent. Et il est impossible de vérifier l'authenticité des votes. De notre côté, nous allons probablement commencer à travailler avec les États lorsque nous constatons des irrégularités, surtout si certains districts affichent un taux de participation plus élevé dans certains comtés et dans certains États. Je suppose que Chuck Grassley commencera à travailler avec chacune de ces personnes, en commençant par les responsables au niveau de l'État, puis du comté et jusqu'au bureau de vote, afin de comprendre d'où viennent ces irrégularités. Et commencer à essayer de déterminer d'où proviennent réellement les voix supplémentaires. Nous avons maintenant une raison d'approfondir car les démocrates nous ont constamment mis des bâtons dans les roues. Il n'y a rien à voir ici. Vous niez les élections et ne faites pas attention. Vous êtes des négationnistes. Maintenant que nous avons des preuves que la Chine est clairement intervenue dans nos élections,
Cela a ouvert une véritable enquête fédérale et nous devons d'abord comprendre comment cela s'est produit, puis comment l'empêcher. Nous ne pourrons pas revenir en arrière et changer les élections de 2020. Ce train est déjà parti. Mais ce que nous pouvons faire, c'est empêcher que cela ne se reproduise à l'avenir. Pour que chacun puisse être sûr, lorsqu'il se rend dans un bureau de vote n'importe où aux États-Unis, que les élections se déroulent de manière honnête. Et c'est exactement à cela que mènera toute cette enquête. Évidemment, quand quelque chose est enflammé, appuyer dessus fait mal. Et quand les républicains du pays ont insisté sur les lois exigeant une pièce d'identité pour voter, ce qui est très populaire. C'est l'une des initiatives les plus populaires. Nous avons des sondages, c'est actuellement l'une des choses les plus populaires en Amérique. 85% du pays soutient l'obligation de présenter une pièce d'identité pour voter, y compris la majorité des démocrates. C'est vrai, mais quand nous avons promu cela en 2021, c'était considéré comme la chose la plus raciste possible de demander une pièce d'identité d'électeur. Ils criaient littéralement cela sur tous les toits. Et moi, on peut supposer que c'est parce qu'ils avaient une sorte de système avec de fausses pièces d'identité. Et c'est ainsi qu'ils ont truqué les élections de 2020. C'est tout simplement évident. C'est-à-dire qu'il est maintenant clair pourquoi toute la presse de gauche criait à plein poumon que demander, exiger, présenter et surtout vérifier, Dieu nous en préserve, une pièce d'identité. C'est du racisme, du activisme. Genre, les Noirs sont tellement stupides qu'ils ne pourront pas comprendre qu'il faut apporter une pièce d'identité au bureau de vote. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot Ksiva, en argot, ça veut dire passeport ou pièce d'identité. Et comme beaucoup de bonnes choses, ce mot est venu dans la langue russe, du yiddish ou de l'hébreu, où aksav signifie écrit ou document. Au fait, des mots comme shmon, shmonat, oui, vous connaissez ce mot qui veut dire fouiller. Mais en réalité, qu'est-ce que ça signifie vraiment ? Dans les prisons, les Juifs se criaient les uns aux autres « Shmona, Shmona », signifiant 8 heures, l'heure où les fouilles allaient avoir lieu. Et en conséquence, les camarades non-juifs, qui étaient aussi dans ces prisons, ont décidé que Shmona voulait dire perquisition, et que Shmona voulait dire fouiller. D'ailleurs, le mot « rout », Derek en hébreu, ne vient pas non plus du slave, quant à Gvashenaya, la choucroute. Vous pensiez que cela avait été inventé par les peuples slaves ? Pas du tout. Ils n'avaient même pas un tel mot. Je pense qu'ils ont emprunté un mot étranger, donc kavouche, kvashenaya, kavouche, krouv, kavouche, choucroute. Ou, par exemple, korma, que Rousseau considère pour une raison quelconque comme purement slave. En réalité, chokma signifie intelligence en hébreu. Que faire, c'est ainsi. Mais d'ailleurs, même le mot préféré des femmes au foyer russe, disons, le mot « shluka » ne signifie pas ce que vous pensez mais messagère. Donc, shluka messagère, envoyée par le rabbin à un juif venu en voyage d'affaires pour cuisiner, laver et repasser pour lui pendant qu'il s'occupe de ses affaires. D'ailleurs, je viens de me souvenir d'un autre mot, également très apprécié par la population russe, kalyava. Oui donc, kalab signifie lait, et le samedi, à la campagne, on ne peut pas prendre d'argent à ce moment-là. Mais pour que les enfants et les autres aient du lait, les laitiers le livraient gratuitement, khalab gratuitement. Voilà ce que cela signifie. Donc, des personnes non juives ont découvert que ce lait gratuit s'appelait kalav gratuit. Et c'est ainsi qu'on a commencé à dire kalyava. Bon, ça suffit avec la sémantique, revenons à la politique. Je suis sûr que certains se demandent déjà « Et où est la cerise sur le gâteau ?» Alors, où est la cerise sur le gâteau ? Elle arrive, où est-elle passée ? Dans les échanges avec des sources israéliennes, ils distinguent clairement ce qui se passe ici. Les Israéliens frappent des cibles militaires et nucléaires, tandis que les Iraniens lancent des missiles balistiques sur des cibles civiles israéliennes. Brett. Trey Engst à Tel Aviv, merci. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou nous a maintenant rejoint. Monsieur le Premier ministre, nous sommes ravis de vous revoir dans l'émission. Ravi d'être avec vous, Brett. Permettez-moi de commencer par le début. Pourquoi avoir lancé cette opération à ce moment précis ? Parce que nous avons été confrontés à une menace imminente, une double menace existentielle. Premièrement, la menace que l'Iran se précipite pour s'armer, en utilisant de l'uranium enrichi pour fabriquer des bombes atomiques dans le but concret et déclaré de nous anéantir.
Deuxièmement, l'accroissement rapide de leur arsenal de missiles balistiques à un point tel qu'ils peuvent produire 3600 nouveaux missiles par an. Et en 3 ans, 10 000 missiles balistiques, chacun d'eux pèse 1 tonne et vole à une vitesse de Mach 6 directement vers nos villes, comme vous l'avez vu aujourd'hui. Et dans 6 ans, 20 000. Aucun pays, surtout pas un petit comme Israël, ne pourrait supporter cela. Nous devions donc agir. C'était la 12e heure. Nous avons vraiment agi pour nous sauver, mais je pense que ce n'était pas seulement pour nous protéger, c'était aussi pour protéger le monde de ce régime provocateur. Nous ne pouvons pas permettre à l'État le plus dangereux du monde de posséder l'arme la plus dangereuse du monde. En nous protégeant, nous protégeons aussi de nombreuses autres personnes. Pourriez-vous me donner plus de détails sur les informations relatives au nucléaire ? Il y a moins de 2 mois, la nouvelle directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, s'est exprimée au Capitole et a déclaré que tout avait été suspendu depuis 2003 et n'avait pas repris. Donc, entre fin mars et cette semaine, quelque chose a changé, indiquant que les Iraniens ont relancé leur programme nucléaire. Les données des États-Unis étaient-elles erronées ? Les renseignements que nous avons obtenus et partagés avec les États-Unis étaient absolument sans équivoque. Il était parfaitement clair qu'ils travaillaient sur un plan secret pour transformer l'uranium en arme. Ils avançaient très rapidement. Ils pourraient obtenir un dispositif d'essai et peut-être un dispositif initial en quelques mois et certainement en moins d'1 an. C'était les renseignements que nous avons partagés avec les États-Unis. Je pense que nous avons d'excellents renseignements sur l'Iran. Nous l'avons déjà prouvé. C'est inacceptable en toutes circonstances. Que ce soit 6 mois, 12 mois ou 13, cela n'a pas d'importance. Dès qu'ils emprunteront cette voie, il sera déjà trop tard. Nous ne permettrons pas un second holocauste nucléaire. Au siècle dernier, nous en avons déjà connu un. L'État juif ne permettra pas qu'un holocauste soit à nouveau imposé au peuple juif. Cela n'arrivera plus jamais. Nous devons agir maintenant. Quel est le but de ces frappes ? Dans l'un de vos discours après le début des attaques, vous vous êtes adressé directement au peuple iranien. Il est évident que certaines de ces frappes visaient de la direction iranienne, les militaires, les scientifiques nucléaires et d'autres dirigeants. Le changement de régime fait-il partie de cette stratégie ? Cela pourrait très bien en être le résultat, car le régime iranien est très faible. Je pense qu'il ne lui reste essentiellement que 2 choses, ses plans pour fabriquer des bombes atomiques et ses missiles balistiques. En fait, c'est tout ce que l'Iran possède. Ils n'ont certainement pas le soutien du peuple. 80% de la population serait ravie de chasser ces soi-disant tueurs théocratiques. Depuis 46 ans, ils tuent et oppriment le peuple qui aspire à la liberté durant toute cette période. Ils tirent non sur les femmes simplement parce qu'elles n'ont pas la tête couverte, ils tirent sur les étudiants, ils aspirent littéralement l'oxygène de la vie de ce peuple courageux et talentueux, le peuple iranien. D'ailleurs, qui peut m'expliquer pourquoi les gays de gauche soutiennent l'Iran où l'on est puni rien que pour un soupçon de sodomie ? Eh bien, c'est de la pédérastie, non ? Et là-bas, ils les jettent du haut de petits gratte-ciel. Ou alors, comment une femme qui respecte ses droits peut-elle soutenir un régime qui décapite justement ces femmes qui sortent dans la rue avec la tête partiellement découverte ? Quelle horreur, elle a la tête partiellement découverte, il faut lui couper justement cette tête. Et d'une certaine manière, cela ne rentre dans aucun de mes critères, je n'arrive pas à comprendre. Et les libéraux d'ailleurs, là-bas en Iran, on lapide les libéraux pour avoir fait la promotion des idées du libéralisme. Peut-être que les libéraux, comme les enfants, ont besoin de discipline d'ailleurs. Et ils se calment. Peut-être que tout le problème, c'est que dans notre République, avec toute cette démocratie et tout le reste, il y a trop de liberté pour eux, et ils ne savent pas quoi en faire. Vous savez, le peuple perse et le peuple juif sont liés par une amitié ancienne, qui remonte à l'époque de Cyrus le Grand. Cela peut se reproduire, mais encore une fois, la décision d'agir, de se lever maintenant, c'est la décision du peuple iranien. Nous avons décidé d'agir parce que nous y avons été contraints. Nous avons vu suffisamment d'uranium enrichi pour 9 bombes. Tout ce qui leur restait à faire, c'était de les armer. Nous avons mis fin à cela en attaquant leurs installations nucléaires. Les principaux scientifiques nucléaires qui travaillaient étaient comme ceux de Hitler. Vous ne les auriez pas laissés partir. Nous avons frappé leur haut commandement. Je peux t'informer, Brad, que nous venons également d'éliminer le principal officier du renseignement et son adjoint à Téhéran.
Parce que maintenant, nous sommes déjà dans le ciel au-dessus de Téhéran. Nos pilotes, nos courageux pilotes, sont dans le ciel au-dessus de Téhéran et nous frappons des cibles militaires, des installations nucléaires. C'est exactement ce que nous faisons pour éliminer ces deux menaces. Contrairement aux Iraniens, comme l'a justement dit votre journaliste, ils visent nos civils. Ils bombardent nos civils. Moi ? On me demande parfois la différence. Certains ciblent des objectifs militaires mais touchent aussi des civils, tandis que d'autres visent délibérément les civils. Au final, ce sont les plus vulnérables qui meurent, enfants, personnes âgées ou malades. Quelle est la différence ? Ma réponse est à la fois simple et compliquée. Si tu ne comprends pas la différence, c'est que tu es soit très stupide, soit une ordure, c'est-à-dire un menteur. Alors, pourquoi devrais-je soudainement perdre mon temps précieux avec toi sans aucune raison ? Voilà la différence. Ce sont des terroristes. Nous ne pouvons pas permettre à l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Et d'ailleurs, nos services de renseignement montrent qu'ils ont l'intention de transférer ces armes nucléaires à leur proxy Houthis et à d'autres. C'est du terrorisme nucléaire mondial menaçant tout le monde. Et enfin, ils ont des plans pour développer des missiles balistiques intercontinentaux. Actuellement, leur portée est de 8000 km. Très bientôt, il suffira d'augmenter légèrement la distance et ils pourront atteindre la côte est des États-Unis. Ces gens, qui scandent « mort à l'Amérique », ont tenté 2 fois de tuer le président Trump, ont tué 241 de vos Marines à Beyrouth, ont tué et blessé des milliers de soldats américains en Afghanistan et en Irak, ont essayé de faire exploser un restaurant à Washington, district de Columbia, scandent « mort à l'Amérique » et brûlent le drapeau américain. Voulez-vous que ces gens possèdent quand même des armes nucléaires et les moyens de les livrer dans vos villes ? Bien sûr que non. Je veux parler de la menace nucléaire et du président Trump. Vous venez de dire que l'Iran a tenté 2 fois d'assassiner le président Trump. Avez-vous des renseignements indiquant que les tentatives d'attentat contre le président Trump venaient directement d'Iran ? Par des intermédiaires, oui. Par leurs services de renseignement, oui. Ils veulent le tuer. Écoutez, c'est l'ennemi numéro 1. C'est un dirigeant déterminé. Il n'a jamais suivi la voie que les autres ont prise en essayant de négocier avec eux d'une manière qui paraît faible, en leur permettant d'enrichir de l'uranium, ouvrant la voie à la fabrication de la bombe, tout en y ajoutant des milliards de dollars. Il a pris cet accord fictif et l'a déchiré. Il a éliminé Khaqa Qasem Soleimani. Il a précisé que vous ne pouvez pas avoir d'armes nucléaires, ce qui signifie que vous ne pouvez pas enrichir d'uranium. Très déterminé, il est leur ennemi numéro 1. Tous les 3 ou 4 ans, un autre groupe, financé là-bas soit par le Qatar, soit par l'Iran, soit par d'autres pays ou organisations, attaquait Israël. Après un certain temps et des pertes humaines, ce danger était éliminé. Mais d'autres poussaient comme des champignons. Mais aujourd'hui, alors que le Qatar et l'Arabie Saoudite ont établi des relations commerciales étroites avec les États-Unis, la Turquie s'occupe de la Syrie et l'Irak n'a pas de force propre. Seuls l'Iran, la Russie et la Chine restent comme potentiels financeurs du terrorisme. La Chine a des problèmes économiques, la Russie est embourbée dans la guerre et l'Iran a commis une erreur des plus stupides. Dieu merci, il l'a faite, mais c'était vraiment stupide. Ils ont commencé à produire des centaines de missiles balistiques, ils travaillaient sur un missile intercontinental, ils enrichissaient de l'uranium profondément sous terre. Eh bien, franchement, Dieu merci, ce sont des idiots. Je vais tracer quelques parallèles maintenant. Et aussi des perpendiculaires qui ne plairont pas à certains, ni en Europe de l'Ouest, ni en Europe de l'Est. L'Iran est devenu une menace pour Israël. L'Iran est un État indépendant et, selon mes connaissances et collègues ukrainiens, il a pleinement le droit de fabriquer une bombe atomique, de construire des missiles et de déclarer qu'il compte détruire Israël. De la même manière, il dit que l'Ukraine a le droit de fabriquer n'importe quelle arme, de placer des missiles étrangers sur son territoire, d'adhérer à l'OTAN et de crier qu'il déteste la langue russe et la culture russe. Même si là-bas, un tiers, voire plus de la population, non seulement parle mais pense aussi en russe. Quand l'Iran est devenu une menace du point de vue d'Israël, Israël a commencé à bombarder ce qui ne lui plaisait pas en Iran.
Et quand l'Ukraine est devenue une menace du point de vue de la Russie a commencé à bombarder l'Ukraine. On peut dire qu'Israël avait plus de raisons ou que l'Ukraine n'avait pas l'intention de faire la guerre à la Russie. Et voilà quand un président est apparu qui voulait des relations amicales avec la Russie, Yanukovych, il a été évincé, c'est-à-dire expulsé d'Ukraine, il a été obligé de fuir. Donc la situation est très similaire. Je ne supporte pas le régime de Poutine, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, même si je suis sûr que ça va commencer tout de suite, là. Mais lui, il travaille pour de l'argent. Non, je ne travaille pas pour l'argent de Poutine. Il ne paie pas, vous comprenez, il lui reste trop peu d'argent maintenant pour payer. Les voilà, les poutinistes, les Russes, là-bas, je ne sais pas, appelez-les comme vous voulez. Eh bien, les Russes, c'est juste une nationalité. Oui, voilà, disons, ceux qui approuvent, qui sont entrés, qui crient « Hourra » et tout ça. Liés à cette guerre, ce sont des meurtriers sanguinaires et les Israéliens essaient de détruire le potentiel nucléaire, c'est-à-dire la menace pour leur existence. La différence est celle-là. Mais ni l'Iran ni l'Ukraine n'auraient dû provoquer leur voisin au point de lui donner envie de frapper encore plus fort. J'espère vraiment que l'Iran se débarrassera des ayatollahs et deviendra un État laïque normal et qu'il ne deviendra pas, comme l'Irak, un pays du 4e monde. J'espère vraiment que la guerre en Ukraine prendra fin et que les tueries cesseront. Des deux côtés, parce que les uns comme les autres sont des êtres humains. Les uns ont envahi, les autres se défendent. Mais il faut arrêter de tuer tout le monde. De quoi cela dépend, je ne sais pas. Je souhaite vraiment un ciel paisible au-dessus de tous les pays, au-dessus de l'Ukraine, de la Russie, d'Israël, d'Iran. Et j'aimerais vraiment que ce que propose le président des États-Unis d'Amérique, à savoir trouver des solutions, résoudre les conflits sans s'entretuer, sans provoquer autant de morts, de destruction et d'horreur, soit mis en œuvre. J'espère vraiment que nous vivrons jusqu'au moment où les idées qu'il exprime deviendront universellement acceptées, accessibles à tous et qu'elles commenceront à être pratiquées partout dans le monde. Au revoir, à bientôt.